ce que toute femme devrait entendre au moins une fois dans sa vie. Alors je vous arrête tout de suite, je me prétends pas comme étant être une sorte de porte-parole, ni même détenir la vérité absolue. Mais c'est vrai que si vous me suivez, vous êtes déjà au courant que j'ai un parcours de vie qui est assez mouvementé. Ou en tout cas, on va dire que j'ai une vie qui ressemble à la vie de beaucoup de femmes, malgré le fait qu'on puisse imaginer qu'on est toutes des cas isolés. En réalité, on n'est pas toutes des cas isolés, on a toutes des vies qui sont plus ou moins concordantes, mais vu qu'on ne communique pas assez là-dessus, eh ben on l'ignore et on ne le sait pas. Et quand j'ai l'impression de trouver des petites solutions à ma vie, je me dis que ces petites solutions en fait pourraient faire l'écho dans la vie de l'une d'entre vous, et c'est précisément pour ces raisons-là que je fais mes vidéos. Les paroles que je vais vous dire aujourd'hui, elles ont un objectif, un seul, c'est de vous donner suffisamment de force et de conviction avant qu'il ne soit trop tard. Parce que c'est pas une légende, il y a beaucoup trop de gens qui meurent malheureusement sans avoir connu l'épanouissement et le bonheur véritable. Pourquoi ? Parce qu'ils sont trop occupés à rester dans ce brouillard en fait que les uns et les autres viennent imposer à nos vies. Et ce brouillard il gravite pendant des années autour de nous sans qu'on ne puisse s'en défaire. Donc aujourd'hui je dis pas que je vais te révolutionner la vie, mais je te dis juste que si tu prends le temps de voir ta vie, ce que tu as bâti avec un angle un peu différent, il se peut que ça éveille des choses en toi et c'est précisément ce que j'espère faire avec cette vidéo. Donc je voudrais commencer par vous raconter une histoire qui est ni plus ni moins que la mienne. Et oui, encore une histoire. Comme je disais, si vous me suivez longtemps, vous savez que je suis quelqu'un à qui il arrive vraiment beaucoup de choses. Mais j'en tire toujours des leçons que je trouve moi intéressantes et que j'ai vraiment envie de partager avec vous. Aujourd'hui, ça va traiter d'un sujet ultra sensible, mais ultra nécessaire. J'ai compris quelque chose sur ma condition de femme, sans même m'en être aperçue auparavant. Donc je peux vous garantir que ça a été un méga électrochoc, les personnes qui me suivent sur Instagram peuvent en témoigner. Je crois que c'est vraiment par ici qu'on s'est rendu compte en fait du changement fulgurant chez moi, et c'est plutôt un changement positif d'ailleurs. Ça a vraiment eu une bonne influence sur ma façon de vivre et d'aborder mon nouveau quotidien, et c'est pour cette raison-là que j'aimerais qu'on en discute. Alors, on va commencer par ça. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, j'ai jamais été très bonne candidate à tout ce qui était mouvement et idéologie féministe. J'avais mes raisons, hein. On va dire que j'avais pas une très bonne impression de ce que ça pouvait refléter. Moi, j'associais ça vraiment à de la provocation, à de la revendication d'égalité homme-femme, mais avec un espèce de sous-ton plutôt dominant sur l'homme qu'une réelle recherche d'égalité, vous voyez. Ce qui fait que malheureusement, j'ai pas toujours réussi à très bien comprendre le message que voulaient faire passer certains activistes du mouvement féministe. Je vais même vous dire, j'ai eu l'impression plus d'une fois que en fait c'était vraiment un monopole qu'il y avait sur la féminité et que nous, les femmes plus modérées, on n'avait pas vraiment notre mot à dire et qu'on se faisait complètement voler la parole, qu'on se faisait complètement voler et nos intentions et notre féminité. Parce que d'avoir quelqu'un comme ça qui parle en ton nom, en tant que femme, alors que toi-même tu as des idées et que tu as des idéologies qui sont complètement différentes de celles qu'elle proclame au nom de toutes, c'était une position dans laquelle parfois j'étais assez mal à l'aise. Et ce que j'aimais encore moins finalement, c'était que quand t'étais pas d'accord avec des femmes qui se revendiquaient vraiment comme étant féministes, eh ben tu finissais fustigée, montrée du doigt, insultée même aussi. Et tout ça venant de femmes, hein, malgré tout, qui sont censées se soutenir les unes les autres, s'apprendre les unes les autres, et qui ne supportent pas justement qu'on fustige, qu'on monte du doigt et qu'on insulte quand ça vient d'un homme. Vous comprenez le truc ? Donc des fois c'était un peu la bataille dans ma tête, j'essayais de remettre les choses dans l'ordre, mais je comprenais pas toujours les démarches. Alors après, l'idéologie féministe en soi, je pense pas que ce soit quelque chose de forcément néfaste ou de négatif. Le cœur du problème, on va dire, et je pense que c'est un problème qui se trouve dans n'importe quel type de regroupement, d'idéologie et compagnie, c'est que comme ce sont des hommes, des humains avec un grand H, hein, des hommes, qui s'expriment pour défendre leurs idées, ben, les hommes avec un grand H sont pas parfaits. Et comme on n'est pas parfait, et ben dans le lot, il y aura toujours quelques coquilles comme ça qui vont venir mal faire le boulot et mal défendre leur cause. Et c'est vrai que le danger, si je puis dire là-dedans, c'est de venir endoctriner justement d'autres personnes et que ça fasse un peu un effet boule de neige, voire un effet Covid-19 si on veut rester dans l'actualité. Donc voilà, là je vous ai vraiment planté le décor. Les féministes et moi, à la base, ça faisait pas trop bon ménage. Mais parce que surtout ça touchait à une de mes convictions les plus enfouies et les plus ancrées. Et c'est précisément le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. C'est précisément de ça dont on va parler, mes convictions. Pourquoi ? Qu'est-ce qui m'a poussée à être carrément en opposition avec le féminisme? Pourquoi est-ce que j'ai jamais su le comprendre? Pourquoi est-ce que j'ai pas su l'apprécier à sa juste valeur? Pourquoi est-ce que j'ai pas su m'en imprégner et m'en nourrir pour en faire une force? Donc pour mon histoire personnelle,
Je suis quelqu'un, si vous voulez, qui depuis la préadolescence, adolescence, n'avait pas de foyer fixe. J'étais complètement nomade entre 2 à 3 foyers différents. J'allais à droite, j'allais à gauche, je revenais à droite, je revenais à gauche. J'ai passé le plus clair de mon temps à vivre en fait dans des sacs de voyage, des sacs Carrefour, des sacs Kaba. Voilà, ma penderie, c'était mes sacs. Je ne prenais même plus le temps parfois même de les déballer, tellement que j'étais fatiguée de me dire mais je suis là pour 3 jours, je vais déballer mon sac, je vais devoir le refaire. Donc en définitive, je ne vivais plus que dans des sacs. C'est vrai que je cite beaucoup toujours cet exemple de ma vie, mais je ne parle pas vraiment en fait de la façon dont je le vivais. Et la réalité, c'est que je le vivais très mal. Je vivais très mal cette situation. Le but, c'est pas d'entrer dans les détails, c'est pas de déterrer de vieux cadavres. Le but, c'est vraiment de rester focus sur le thème d'aujourd'hui. Mais pour vous la faire courte, j'ai vraiment très mal vécu cette période où je vivais tantôt chez mes parents, tantôt chez ma grand-mère, tantôt chez mon petit copain. C'était compliqué. Je pense que ça m'a beaucoup fragilisée émotionnellement parlant, le fait de pas avoir de stabilité comme ça dans ma vie à ce point-là. Et si d'autres jeunes de mon âge avaient des rêves, j'en sais rien moi, de vacances, de divertissement, peu importe lesquels, moi, mon rêve le plus intime, le plus profond, c'était de la stabilité. Avoir un foyer qui ne bouge pas, dans lequel je pourrais écouler de jours heureux, avec de l'amour à donner, mais aussi et surtout à recevoir. Donc voilà, on peut dire que je me suis un peu développée sur cette carence. Je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup de mères, de jeunes mères, qui se reconnaîtront dans cette histoire, parce que si on décide, en général, pas toujours, encore une fois, prenons des pincettes, mais quand on décide si jeune de fonder une famille, de déjà avoir un foyer, de penser aux enfants, et de voir vraiment la vie de ce côté-là, c'est que quelque part, il y a soit une instabilité au niveau du foyer, soit une immense carence affective qu'on essaye de combler. Donc qu'est-ce que j'ai fait typiquement, j'ai écouté mes besoins. Je parle bien des besoins et non pas des envies. Parce que ça, encore une fois, je pense qu'on en parlera vers le 3/4, fin de vidéo. Les envies et les besoins sont des choses qui sont bien distinctes, mais ce sont des choses que j'avais peut-être un petit peu du mal à distinguer, en tout cas à cette période-là. Mais la grande question, c'est pourquoi est-ce que pour combler un manque affectif ou pour combler une instabilité, on se jette à corps perdu en fait vers ce genre de direction-là. C'est là qu'intervient la mentalité familiale et les modèles familiaux et de l'entourage. Toutes les femmes, allez, on va laisser le bénéfice du doute parce que je peux pas prétendre connaître ce qu'il y a dans le cœur et dans la tête de chacune. Mais en tout cas, de ce que j'en perçois, toutes, voire pratiquement toutes les femmes de ma famille proche sont des femmes plutôt du genre exclusive. Exclusive avec la famille qu'elles ont constituée, avec une dépendance quand même pour le compagnon qui est assez prononcée et un véritable besoin viscéral de faire des enfants. Bon, ça après, c'est pas... Attention, je suis pas en train de pointer ça du doigt en disant c'est terrible, c'est affreux. Il faut vraiment écouter l'argumentation jusqu'au bout pour comprendre ma démarche et le message que je veux faire passer. Attention avant d'écrire. Finalement donc, tout ça, elle le souhaite, elle le désire comme s'il s'agissait vraiment du but d'une vie d'une femme, de la seule et unique fierté que peut avoir une femme et revendiquer dans sa vie. Finalement, un peu même comme si il était question là de leur crédibilité en tant qu'individu, vous voyez ? Parce que si on répond pas tout à fait bien aux critères, au cahier des charges de la famille modèle et parfaite, c'est-à-dire être en couple, idéalement marié, encore idéalement mieux avec des enfants, avec une maison, propriétaire si possible, avec un bon métier et patati et patata, on peut apparaître comme quelqu'un d'un peu paumé, d'un peu instable dans sa vie, qui sait pas trop où il va ou qui a pas su prendre des bonnes décisions au bon moment. Mais si les femmes comme ça pensent comme ça, c'est parce qu'elles ont des modèles. Et les modèles de ces femmes-là, ce sont des femmes, on va dire, à l'ancienne. Vous voyez ? Michael. 2 secondes, il y a mon chat qui veut rentrer. Venez ! Rentrez vite. On n'est pas en direct, mais ça n'empêche les aléas. Donc je disais, le modèle de ce genre de femmes-là, ce sont les femmes un peu dites à l'ancienne, des femmes dont l'existence est bâtie sur le sacrifice. Voyez, le genre de femme qui ne prend même plus le temps de s'habiller, de se laver, de se pomponner, de se brosser les dents, de déjeuner même. Et plus loin encore, ce genre de femme qui reste en permanence debout au cas où on aurait besoin de la sonner. Et ce sont ces femmes-là qui font dire à ces autres femmes « Waouh !» Et moi-même, j'ai été la première à faire « Waouh !» parce que j'ai grandi, j'ai été élevée dans un milieu où même si les femmes de la famille se pensent
plus ou moins indépendante ou quoi que ce soit. On peut tout à fait avoir une forme d'indépendance, mais parallèlement une dépendance derrière qui cache pas mal de choses. Et finalement, ce qui nous pousse à faire waouh face à ce genre de femme, c'est parce qu'elle renvoie vraiment quelque chose de confortable. Alors c'est très confortable quand on en bénéficie de tous les services et de tous les sacrifices, mais il y a aussi une forme de confort pour l'esprit, pour le moral, quand on ne croit pas beaucoup en soi, quand on a très peu d'estime de soi-même et quand on ne croit pas beaucoup en ses capacités ou qu'on ne mise pas grand-chose sur son indépendance. Eh ben oui, c'est une position qui est quand même assez confortable que de rester juste concentré sur les 4 murs de la maison, les enfants, le mari, à manger, le ménage et point barre. Mais même si en fonction des cas, on va dire, je continue toujours de dire waouh, dans le sens où ma grand-mère a toujours été comme ça, elle est toujours comme ça, je pense qu'elle partira de ce monde comme ça aussi, je ne peux pas m'empêcher d'avoir de l'admiration pour elle malgré tout, mais à côté de l'admiration, il y a quand même un autre sentiment qui vient et qui me titille un peu, c'est la pitié. En fait, je les plains, je ne m'inclus plus dedans parce que je suis en train complètement de m'éloigner de ce préfabriqué dans lequel je suis restée pendant des années, mais je les plains en fait d'avoir été modelée jusqu'à trouver ça normal et ordinaire comme genre de vie. Après voilà, j'en reste pas moins quelqu'un qui adore bichonner, qui adore prendre soin de son mari, qui adore prendre soin de ses enfants, qui aime avoir des petites attentions, mais je le fais toujours de très bon cœur. Voilà, maintenant je sais dire stop quand j'estime que c'est trop ou quand j'estime que je n'en ai pas envie. J'apprends à m'écouter. Parce que c'est vrai que les individus altruistes, trop bons, trop cons, ça sert toujours la cause des autres. Hein. Mais en principe, celui qui subit un peu ces grandes qualités-là, il est pas bien heureux. Mais ça, il faut apprendre à le voir. Et tant que tu le vois pas ou que tu le comprends pas, c'est quand même très compliqué. Mais finalement, si ces femmes, elles se conduisent un peu comme ça, si elles veulent adopter ce mode de vie en pensant que c'est le bon, que c'est le juste, mais pourquoi est-ce qu'elles font ça? Eh bien tout simplement parce qu'elles savent qu'elles vivent dans... Alors ça peut être dans la société, encore que la société est amenée à changer, là de ce que j'en vois sur les réseaux, ça va très très vite. Mais même si on s'en cantonne à l'entourage, ce sont des femmes qui savent qu'elles sont scrutées, regardées, pointées, jugées, qu'on les cote, qu'on évalue en fait leur valeur en fonction de leur degré d'implication au sein de leur foyer. Puis je me demande même, vous voyez, si c'est pas... si c'était pas la forme de séduction un peu de l'époque, de se donner vraiment à fond pour être la plus performante dans le plus de domaines possible, pour éviter qu'on ne nous aime plus, pour éviter qu'on nous jette comme une vieille chaussette. Un peu comme s'il fallait faire ses preuves tous les jours, redoubler d'efforts, pour prouver qu'on mérite sa place en fait, pour prouver qu'on mérite d'avoir ce qu'on a, qu'on mérite d'être aimé, qu'on mérite d'être avec l'homme qu'on est. Et même par rapport aux enfants, essayer d'être toujours la meilleure en tout, pour ne pas avoir à entendre dire de ses propres bébés « Oh ben la maman d'un tel, elle fait comme ci, elle fait comme ça, sous-entendu c'est mieux là-bas quoi ». C'est un peu de la concurrence. Je sais pas. Mais soyons honnêtes, une vie basée sur des critères comme ça, mais ta place à toi là-dedans, elle est où? Tu finis juste en fait par devenir l'ombre de toi-même. Ça traduit pas simplement d'une immense générosité, d'un immense altruisme, d'un énorme dévouement. Ça traduit surtout en fait d'un gros manque de confiance en soi, en ses capacités, d'un gros manque d'estime de soi. Et vous voyez comme je vous en parle avec passion, c'est parce que vraiment ce constat, il m'a fait pop au visage. Je me suis tellement, mais tellement reconnue dans cette réflexion-là. J'ai réalisé que pendant 8 ans de choix personnel, attention, ce choix, personne ne me l'a imposé, c'est moi qui ai déterminé que j'avais besoin de stabilité, que j'avais besoin de m'enfermer un petit peu dans ce cocon familial pour prendre de la confiance, prendre des forces. Mais ce schéma-là m'a aussi poussée à être une personne sage, une personne docile, une personne dont on peut être fier de présenter et avec un comportement très dévoué, comme pour faire en sorte que cette belle réussite que j'avais réussi à avoir entre les mains ne me file pas entre les doigts. J'avais véritablement l'impression de tenir entre mes 10 petits doigts le but de la vie d'une femme. Et puis alors je portais ça avec des gants de velours, hein, je peux vous dire. Il ne fallait que rien vacille ni rien ne casse au sein de ce foyer. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on allait dire de moi ? On aurait pu dire que j'étais instable, que j'étais pas capable de garder un homme, que j'étais pas capable de protéger mes enfants, qu'on allait s'inquiéter pour moi, du genre mais qu'est-ce qu'elle va bien devenir ? Comme si t'avais pas un homme dans ta vie,
ben t'étais voué à vivre dans la difficulté. Vraiment. Vous pensez vraiment que sans un homme, on n'est plus rien? Les époques ont changé. Hein. Je veux bien comprendre qu'au temps de l'Antiquité, qu'au temps du Moyen-Âge, l'atmosphère n'était pas exactement la même qu'aujourd'hui, que c'était peut-être plus une sécurité, effectivement, de se rattacher un peu comme une sédie à son C avec un homme. Maintenant, aujourd'hui, on vit dans une société où il y a de la place pour vivre en tant que femme, et c'est pas plus difficile. En fait, ce que j'ai vraiment trouvé fou dans mon expérience, c'est d'en arriver vraiment à se dire et à se convaincre que si on a un mari, des enfants, un foyer, on a de la chance. Quelque part, on a de la chance d'avoir des enfants si on a voulu des enfants. Quelque part, on a aussi de la chance d'avoir un foyer. En fait, moi, la chance, je l'interprète comme si, en fait, tu bénéficiais de quelque chose que tu n'es pas censé mériter à la base, mais que tu as quand même reçu. Donc tu dois être reconnaissant pour ça. Vous voyez ça comme ça, vous? Alors effectivement, on peut tout à fait considérer qu'avoir des enfants, c'est un beau cadeau, c'est une chance, et comme je vous disais tout à l'heure, mais il faudrait pas en arriver à se dire « sans ça, je ne suis rien ». Lorsqu'il est question de parler aussi des fois de ses plus belles réussites, ma plus belle réussite, c'est mon mariage, ma plus belle réussite, ce sont mes enfants. Évidemment que ce sont tes plus belles, ou qu'elles font partie de tes plus belles réussites, mais tu es où toi là-dedans? Tu te situes où? Où sont tes qualités personnelles? Où sont tes succès? Pourquoi tu ne les évoques pas? Pourquoi tu ne les intègres pas quand on te pose la question? Est-ce que ce serait pas par hasard parce que ça peut paraître trop vaniteux que de parler de soi quand on a une famille? Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vachement remarqué, c'est que on s'accorde de moins en moins de temps en tant qu'individu. Ça, c'est le constat terrible. Mais en plus de ça, quand on commence à vouloir s'accorder du temps ou qu'on commence à vouloir penser un petit peu à soi, on culpabilise énormément de le faire parce que il y a des regards qui vont être appuyants, parce qu'il va y avoir des mots glissés de ça, de là, de par l'entourage, de par la famille, pour essayer un petit peu de... T'es en train de dévier, ma cocotte. Remets-toi dans le droit chemin, voilà. Pense à toi mais pas trop. Moi je pense sincèrement que trop de femmes ignorent la valeur qu'elles ont. Beaucoup sont bourrées de talents cachés, de capacités multiples, beaucoup sauraient faire mais tout un tas de choses qu'elles ne soupçonnent même pas être capables de faire. Ben oui, mais comment le savoir si on n'essaye pas? Et alors quand autour de toi t'as personne pour te booster à agir, ben ça peut être un peu compliqué d'être la seule à essayer de s'auto-convaincre. Ça rime à rien tout ça. Enfin si, ça rime à une chose, une seule, c'est à ne pas te faire déconcentrer par les fantaisies qui pourraient te traverser la tête. Parce qu'attention, ça pourrait te rendre un petit peu moins performante dans ton rôle de mère-épouse. Si tu te mets à vouloir écouter la musique, chose que tu ne t'es plus autorisée de faire depuis des années, pour un petit peu t'évader l'esprit, bah attention! Parce que tu vas te mettre à ressentir des choses très intenses, qui te donneront peut-être le goût de l'exploration. Danger! Si te vient l'envie de sortir entre copines, sans le mari, sans les enfants, alors attention, tu risques d'y prendre goût et de devenir irresponsable. Danger! Si tu te réveilles de bonne humeur, que tu retrouves une belle robe avec un joli décolleté dans ton placard, que tu te décides de le mettre parce que ça te met du baume au moral, alors attention, tu es en train de te dévergonder. Tu franchis une limite où tu ne respectes plus ton mari là. Danger! Je voudrais revenir un petit peu sur ce dernier exemple que j'ai donné. Je l'avais déjà évoqué vite fait sur Instagram, mais il faudrait un peu l'expliciter ici. Marié ou pas marié, tu n'es pas une possession, tu n'es pas une propriété. Ton compagnon n'a pas le droit de venir empiéter sur ta liberté individuelle, à te dire ça tu peux faire, ça je ne veux pas que tu fasses. En fait, pour moi maintenant, l'idée du couple, c'est juste l'idée de complémentarité. Je m'autosuffis, mais ta compagnie dans ma vie est un bonus non négligeable. Et il faut que ce soit réciproque. Pas qu'il y ait un espèce de rapport de possession, de soumission, mais je comprends pas trop là. Parce qu'autant se le dire, hein, les hommes quand ils réagissent comme ça, c'est souvent parce que eux-mêmes, ils ont un immense manque de confiance en eux. Parce qu'excusez-moi, mais derrière des propos pareils et des agissements pareils, moi ce que j'entends, quand j'entends dire « ne porte pas cette tenue pour sortir, ne porte pas cette tenue pour aller ici ou là », c'est les menottes là qu'on te passe. Hein. Ce que j'entends là, c'est « waouh, j'ai conscience de ta valeur, t'es beaucoup trop belle, tu risques d'attirer l'œil. Mais n'oublie pas que tu es à moi, tu m'appartiens, tu dois rester à moi. Alors t'habilles pas comme ça, prends pas le risque de m'échapper s'il te plaît. Reste là où tu dois être. » Et comme ces hommes-là n'ont pas confiance en eux, eh ben ils agissent par facilité. Et la facilité c'est quoi? C'est de réussir à opprimer
une femme créative, hein, avec parfois même la complicité de l'entourage, comme on disait tout à l'heure, pour la soumettre un petit peu à sa volonté, apaiser ses peurs, apaiser ses souffrances, et par la même occasion, éviter de voir qui on est en face, et se dispenser de travailler un peu sur nos propres lacunes. Je pourrais en dire encore et encore et encore. Mais le message que je voulais vraiment faire passer aujourd'hui, c'est vraiment celui-là. Vous n'êtes pas des petites filles. Soyez celles que vous avez vraiment envie d'être, celles qui sommeillent là en vous. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Et surtout, soyez fiers de vous, bordel. Pour autant, si jamais vous avez un électrochoc, on ne sait jamais, ne devenez pas pour autant méprisante, ne devenez pas pour autant virulente. On veut bien gagner en confiance en soi, mais pour autant, faut pas devenir l'extrême opposé, vous voyez ? Faut essayer de trouver la jauge, toujours au centre, toujours au milieu. C'est là où on a le moins de chances de se tromper, vous voyez ? C'est ce que je dis toujours. Moi, j'aime bien toujours me situer un petit peu au milieu, parce que je sais que c'est là où j'ai le moins de chances de me tromper. Et surtout, inutile de convaincre les autres avec des grands discours, avec des mots, un peu comme j'essaye de faire aujourd'hui. Beaucoup ne sont pas prêts, beaucoup ne comprendraient pas encore. Faut laisser le temps au temps. Si vous voulez vraiment faire passer un message à quelqu'un, il vous suffit de le montrer. Portez vos valeurs sur vous et les autres, le seul travail qu'ils auront à faire, ce sera qu'à regarder pour comprendre. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce message vous aura fait du bien. Si vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui aurait besoin d'entendre des paroles comme celle-ci, n'hésitez pas à lui partager ma vidéo. Un petit like aussi si ça vous a plu pour me soutenir. Et on se dit à très vite dans de prochaines vidéos. Bye bye.